Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je m'attaque à une grosse vidéo vu que je suis dans le bilan du Cold Winter Challenge. Je vais pas trop m'attarder sur une intro un petit peu bancale, je suis un petit peu fatiguée mais j'avais vraiment très envie de vous tourner cette vidéo aujourd'hui. Pas pour que ça colle au 1er février, mais parce que j'avais vraiment envie de vous parler de mes lectures. J'ai plus ou moins 13 lectures à vous présenter, je dis plus ou moins parce que celle qui est encore en cours, bah, il me reste ça, voilà, hein, donc on peut dire que j'ai bientôt fini sur les 1000 pages. Je suis à voilà, un peu plus de 700 pages. Du coup, je vous propose qu'on rembobine un petit peu tout ça et je vais commencer par la première lecture du challenge. Il s'agissait du 5e et dernier tome des Carnets de Cerises, que je ne vais pas trop vous présenter ici, voilà. Pourquoi? Parce que dans 2-3 semaines, je vais vous faire un update lecture spécial BD. La série des Carnets de Cerises fait partie pour moi de ces valeurs sûres, que j'ai commencé un jour un petit peu par hasard parce que les dessins me plaisaient beaucoup. Et depuis, chaque année, ça a été vraiment une grosse attente à chaque tome. Et pour moi, ce 5e clôture la série parfaitement quoi, voilà. Ça a commencé d'une certaine façon, il fallait une certaine fin, et j'ai trouvé que les deux auteurs nous apportaient cette fin là. Il me semble que je vous avais pas présenté ma lecture du tome 2 dans un update lecture, mais enfin bon bref, c'est pas très grave. Pourtant, le tome 2, ça a été mon tome préféré, j'ai terminé la trilogie Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz, avec celui-ci, Les Terres de Cristal, qui était idéal pour un Cold Winter, voilà, ça se passe au nord du nord de Voltane, qui est déjà une terre de neige, mais là le froid est encore plus mordant, il y a une scène d'ailleurs qui m'a particulièrement marquée, c'est que le froid et le vent et la neige sont tellement violents que ça arrache le visage des gens qui sont pas bien couverts. Voilà, ça vous donne une idée un petit peu du degré de froid. Donc je vous disais, pour moi le meilleur de la trilogie c'est le tome 2, alors qu'habituellement le tome 2 fait partie des moins bons pour moi. En général quand je lis une série ou une trilogie, je sais pas pourquoi il y a toujours ce tome 2 qui est cet effet de tome passerelle. Et pourtant là, Gabriel Katz ça avait vraiment mis le gros paquet pour son tome 2. Le tome 3 pour moi était très bon, on apprend voilà, encore une fois beaucoup de choses sur nos trois personnages qui au début ont perdu la mémoire, on sait pas trop pourquoi. Là on commence enfin à vraiment avoir toutes les réponses en main. Et le petit plus j'ai trouvé pour ce 3e tome, c'est l'épilogue qui nous montre une scène particulière qu'on n'aurait jamais vue autrement que dans cet épilogue parce qu'on ne l'aurait jamais vécu en fait. C'est très bizarre à dire, mais j'ai trouvé que de montrer cette scène dans l'épilogue pour le lecteur, c'était vraiment sympa. Voilà, c'était genre allez tiens, t'as tellement galéré pendant 3 tomes avec nos personnages que je t'accorde un petit bonus super sympa. Alors je sais qu'il faut pas comparer parce que le Puits des Mémoires a été écrit avant, mais c'est vrai que sur l'ensemble, j'ai préféré Aeternia que le Puits des Mémoires, bien que le Puits des Mémoires arrive juste derrière, tandis que La Maîtresse de Guerre est pour moi loin derrière. Là pour le coup ça me met assez en confiance sur sa nouvelle série qui est parue chez Scrineo il y a pas longtemps, dont j'ai le 1er tome dans ma pile à lire. Je vous en parlais rapidement dans ma vidéo discussion sur l'abandon des lectures, j'avais utilisé Ceci n'est pas qu'une comédie romantique de Julie Gredd comme exemple d'une lecture naïve. Ici on va rencontrer Bébé qui se remet très mal d'une rupture amoureuse. Elle va suivre sa meilleure amie Lo dans son chalet hyper high-tech luxueux de la mort qui tue, perdue au fin fond des montagnes, sauf que manque de bol, la meilleure amie de Bébé est bloquée à l'aéroport et elle se retrouve presque toute seule dans ce chalet super méga génial. Quand tu te dis qu'il aurait peut-être fallu te coiffer avant de faire la vidéo, voilà. Trop tard hein. Alors une fois arrivé au chalet, Bébé se croit seule, sauf que pas du tout. Il y a là un belâtre qui est en train de faire la cuisine, il s'agit de JB. Elle est bien sûr très mal à l'aise de se retrouver avec cet homme qu'elle ne connaît pas, qui fait partie des potes de sa meilleure amie, qu'elle aime pas beaucoup non plus en général. Ce qui a fait que je me suis retrouvée embarquée dans l'histoire, c'est le fait que l'autrice joue avec les codes de la romance. J'avançais dans ma lecture et à un moment donné je me suis dit « Oh là ça va trop loin, là c'est trop cliché, ah non ça m'embête ». Et au moment où je me suis dit ça, le personnage de Bébé dit à son elle-même intérieur « Là t'en fais trop, là c'est trop cliché, là c'est tellement comédie romantique ». Et elle emploie en fait vraiment, elle met en avant tous les clichés de la comédie romantique, elle le met en avant, elle dit « Ouais je sais, là le lecteur, il doit se dire, il doit lever les yeux au ciel ». Et rien que le fait que l'autrice se soit dit « Ok, je vais jouer les codes de la romance à fond, tellement à fond que je vais en rire. » Et mes personnages aussi. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper intelligent. Ce qui fait que du coup, on n'est pas surpris par certains clichés parce qu'on sait que le cliché a été mis là un petit peu exprès. Et c'est drôle parce que même les scènes où je me disais « Non mais là c'est too much, là je peux pas », j'avais cette petite palpitation qui me disait « Ah mais j'aimerais bien que là il se passe quelque chose entre les deux » et alors que on sait qu'il va se passer un truc, je veux dire c'est évident, c'est une comédie romantique, c'est une romance de Noël.
Mais je sais pas, j'avais ce petit ouh, j'espère que... Et c'est là où je me suis dit, ça fonctionne. Un petit achat fait sur un coup de tête, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est Rainbow Rowell, donc c'est même pas un coup de tête, c'est juste une évidence. Voilà, une évidence. J'ai craqué pour le petit livre Almost Midnight, qui est paru là il y a pas très longtemps en anglais, d'ailleurs, vous avez vu, je sais pas si vous voyez très bien, mais il est tout shiny avec plein de petites paillettes. Quand je l'ai vu arriver, j'étais déjà amoureuse, quoi. Donc ce sont deux petites nouvelles qui tournent autour de décembre et du 31. La première qui se nomme Midnight, on a pu la retrouver en français traduite dans le recueil de nouvelles, je sais plus comment il s'appelait, mais c'était un grand livre bleu chez Gallimard Jeunesse. Donc ça, c'était une des nouvelles qu'il y a là-dedans qui s'est retrouvée traduite. La deuxième, par contre, Kindred Spirits, n'a pas du tout été traduite. Elle a d'abord été éditée seule en anglais, mais là, du coup, elles sont les deux réunies et le livre, il est trop mignon. Bref, des deux, j'ai préféré Midnight parce que c'est l'histoire sur plusieurs années du 31 décembre de deux jeunes gens qui s'apprécient énormément, mais qui n'arrivent pas à faire le premier pas l'un envers l'autre. Ils sont d'abord amis, et puis ensuite, elle aimerait un petit peu plus, mais tu sens que lui, il est pas trop sûr, donc voilà. Jusqu'à un fameux 31 où il va enfin se passer ce qui doit se passer. Donc j'ai bien aimé parce que, encore une fois, Rainbow Rowell arrive en quelques pages avec des personnages tout simple à me charmer du début à la fin. La deuxième par contre j'ai été un petit peu moins réceptive, mais je pense que c'est à cause du thème principal qui est la sortie du 7e volet de Star Wars au cinéma en 2015 et Elena veut absolument y aller, elle veut faire la queue, elle veut attendre des jours et des jours pour être la première dans le cinéma, enfin voilà, elle veut vivre l'effet fan. On attend tous ensemble, on passe la nuit sur le trottoir à attendre la sortie du film, enfin elle est à fond quoi. Sauf que manque de bol, quand elle arrive, il y a que 2 personnes devant elle, donc au début elle se dit cool, ça veut dire qu'il y a déjà peu de monde donc je vais avoir une bonne place. Mais les journées passent et ils sont toujours que 3 quoi en fait, voilà. Donc c'était mignon, mais c'est sûr que la thématique de Star Wars, elle me touche pas autant qu'aurait pu me toucher un Harry Potter ou un Seigneur des Anneaux, ou voilà. C'est moins mon univers. Je vais pas m'attarder sur le tome 2 de Lucy Valentine désespérément. C'était une bonne lecture, ça se passe en hiver, quoique j'ai trouvé que l'hiver était pas super présent, il y a quelques tempêtes de neige. C'est un petit peu dommage, j'aurais voulu que la saison soit un tout petit peu plus représentée. Sinon l'histoire en elle-même, l'enquête, était plutôt bien trouvée. Honnêtement, j'ai passé un bon moment. Il y a une avancée aussi dans la relation de Lucy Valentine, donc ça c'est pas mal du tout. Mais je vous l'avais déjà dit pour le premier tome, je trouve pas que la romance est primordiale dans l'histoire. Vraiment, les enquêtes sont beaucoup plus importantes que les histoires de cœur de Lucy, et c'est pas plus mal d'un côté, ça change un petit peu des romances habituelles. J'ai ensuite lu Ce que vivent les hommes de Christian Signol, le premier tome, Les Noëls Blancs. L'histoire va commencer le 1er janvier 1900, on va rencontrer une famille de fermiers en France. Le plus grand des 3 enfants, François, est persuadé que ce premier de l'an doit leur apporter quelque chose de formidable, vu que le prof l'a dit à l'école, c'est que ça doit être vrai. Les années vont passer, on va les voir grandir, il va y avoir les premiers amours, la Première Guerre mondiale, et c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, c'est de suivre ces personnages. Là en tout cas ça s'arrête à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les voyant traverser joie et peine. C'est dingue parce que ça casse pas 3 pattes à un canard, honnêtement c'est très simple, mais j'ai trouvé que c'était raconté de façon tellement intime que je me suis attachée aux personnages, j'ai voulu aller avec eux, grandir avec eux. C'était vraiment agréable de les suivre sur plusieurs années. En une petite soirée, j'ai lu les contes de Mathieu Guibé et Cécile Guyot, Quintessence Yemal. C'est donc Mathieu, qui est l'éditeur de la maison d'édition Le Chat Noir, qui m'avait envoyé ce bouquin. J'ai beaucoup aimé, il y en a que j'ai trouvé vraiment très attendrissants, certains plus difficiles, certains tristes. C'est voilà, c'est un peu à ce à quoi je m'attendais en voyant la couverture. Je m'attendais à quelque chose de beau et à la fois de mélancolique, un petit peu ce à quoi me fait penser l'hiver quoi. Pour moi c'est une saison avec l'automne qui sont assez mélancoliques et moi j'aime beaucoup la mélancolie. Pour la suite je vais faire d'une pierre deux coups, donc j'ai lu Le Rossignol de Val Jalbert qui est le tome 2 de l'Orpheline des Neiges, et là du coup je suis en pleine lecture du tome 3, Les Soupirs du Vent. Je vous dis je vais en faire d'une pierre deux coups, c'est à dire que je vais vous parler un peu des 2 tomes en même temps. J'ai eu un petit peu de peine avec la reprise du 2, alors ce qui était très agréable c'est que Marie-Bernadette Dupuis arrive en quelques pages à te redonner les infos de ce qui s'est passé dans le premier, parce que j'avais lu le premier il y a vraiment un bon bout de temps. Il y a des jolies révélations, il y a une belle avancée de l'histoire, il y a des personnages qu'on voit revenir, qui repartent, enfin, j'ai trouvé qu'il y avait de bonnes idées. Après, c'est vrai qu'il y a certains comportements qui ont commencé à m'agacer, notamment Laura, et notamment Hermine aussi, très souvent. Hermine qui est pourtant le personnage principal. Ce qu'il y a, c'est qu'on l'a rencontrée toute bébé dans le premier tome, vu qu'elle se fait abandonner sur les marches du couvent école de Val Jalbert, et on va la voir grandir. Et tout le premier tome se déroule sur 18 ans, quoi, à peu près. Et le tome 2, j'ai trouvé que du coup, il avançait moyennement vite, quoi. C'était un petit peu redondant, il y avait beaucoup de questionnements qui revenaient continuellement. Quand on voit la taille du bouquin et qu'on se dit qu'il y a certains questionnements qui reviennent souvent, au bout d'un moment, voilà, hein. Donc c'est vrai que j'en avais un petit peu marre à certains moments, mais d'un autre côté, je trouvais ça assez réaliste parce que je me disais, bon,
Ça fait partie de l'être humain finalement de se poser des fois continuellement la même question jusqu'à ce qu'on trouve une solution qui nous paraisse être la meilleure pour nous et nos proches. Et là j'ai trouvé qu'il y avait ça en fait. Hermine essaye d'être partout à la fois. Quand est-ce qu'elle va prendre le temps de penser à elle et de se dire « Ok, mais moi c'est ça que j'ai envie de faire ». Donc d'un côté, les actions et réactions des personnages vont avec l'époque dans laquelle se situe l'histoire. C'était un bon tome, mais voilà, encore une fois, c'est un tome 2, et souvent les tomes 2, je leur reproche toujours la même chose, et là en l'occurrence d'être un petit peu trop... voilà, plat quoi. Alors si je trouvais que le tome 2 n'allait pas assez vite, comment vous dire que le tome 3, qui est encore plus gros, va encore moins vite, hein. En 700 et quelques pages, il s'est passé 2 mois, je crois. Alors bon, moi, quand c'est passionnant, je m'en fous, hein, ça peut prendre même 700 pages pour me décrire 2 jours, mais là, c'est vrai que, encore une fois, voilà, j'aimerais que ça s'active un tout petit peu, quoi, qu'il se passe des choses. Alors à choix, c'est vrai que là je préfère le tome 3, même s'il se passe plus lentement. Je trouve que les actions qui sont mises en place sont plus importantes, sont plus intéressantes, il y a plus de personnages, du coup ça rajoute encore un petit peu plus de dynamisme, quoi, on va dire, et ça prend des tournures un peu différentes du tome 2, que je trouve personnellement plus parlantes, qui me plaisent beaucoup plus, donc même si le tome va moins vite, il est plus plaisant. Faut que j'arrête de toucher des boutons au bol sur cet appareil, parce que j'avais très peur, hein, je vous l'avais dit, j'avais très peur de me faire ma relecture de Fangirl en VO, là pour le coup, de Rainbow Rowell, parce que je me disais, j'ai tellement aimé la première fois que je l'ai lu, là il y a quoi, 3-4 ans, est-ce que là du coup je vais autant aimer que la première fois? Oui, c'est en VO, donc il y a le côté, le lire dans la langue originale, ça va rajouter un petit peu de challenge, parce que tu l'avais lu en français la première fois, mais est-ce que la sensation, les émotions seront de nouveau là? Et oui. Les amis, je suis trop heureuse de vous dire que c'est un deuxième coup de cœur pour Fangirl. Je me suis retrouvée encore une fois, voilà, embarquée dans l'histoire de Kat, de sa sœur. J'ai retrouvé Levi, Levi, que j'avais moyen apprécié dans ma lecture VF. Je me souviens avoir dit que je le trouvais un peu comme ci comme ça, mais là, je sais pas, il m'a reconquise. Est-ce que c'est peut-être parce qu'avec le temps j'y ai repensé, j'en sais rien, mais je suis retombée amoureuse. Je l'ai dévoré. Je pensais que je me suis dit, en VO en plus, tu vas prendre super longtemps à le lire, je suis sûre. En général, quand c'est en anglais, je prends vraiment du temps. En 3 jours, c'était fait, quoi. Et j'ai bossé. J'ai bossé sur ces 3 jours. Je n'ai pas vu passer ce moment. D'un côté, je suis presque un peu déçue de ne pas l'avoir fait durer un peu plus, mais en même temps, j'étais tellement à fond que je pouvais pas aller moins vite, quoi. Un petit peu de nature writing avec L'hiver aux trousses de Cédric Gras, qui est le récit de voyage de l'auteur qui va partir d'un certain point dans la Russie d'Extrême-Orient et qui va redescendre pour suivre la trajectoire de l'automne. Il y a d'ailleurs des phrases au début du bouquin, vraiment tout au début, que j'ai retenues parce que je trouve que, voilà, quand il parle de l'automne et qu'il dit « Il est un éloge de la tristesse et non du désespoir. Il met une paix sereine une fois l'an. Septembre, octobre et parfois novembre n'ont pas d'autre ambition que d'en finir posément. Et si les bonheurs sont toujours éphémères, l'automne est particulièrement fugace. C'est une demi-saison de vent et de pluie coupée de pur éclat. Elle est passage et transition. Son essence est de nous conduire de l'opulence au dénuement. C'est une lueur à part, un soleil tiède et doux, une concorde et une harmonie. » Et donc j'étais hyper happée par ces phrases que j'arrivais à souligner et que je me disais mais waouh, c'est magnifique. Et plus l'histoire avance, et j'ai un petit peu déchanté, j'avoue. J'ai beau avoir trouvé ça magnifique, il manquait pour moi tout ce descriptif de paysage que j'attends dans du nature writing et dans les récits de voyage. J'avais plus les sentiments de l'auteur, ce qui était aussi très agréable, je dis pas. Et d'un autre côté, ce que j'ai apprécié, c'est tout le questionnement que l'auteur se fait sur ces coins reculés du monde. Ok, il y avait peut-être pas l'effet vraiment réaliste récit de voyage que j'attendais, mais du coup j'ai trouvé autre chose, et ça a fait la balance. Et enfin, je termine ce bilan, promis après c'est terminé, par le tome 2 et le tome 3 de la trilogie des Neshoff de Anne Beragd. D'ailleurs, je sais pas si vous avez suivi sur Instagram, mais j'ai trouvé le tome 4. Mais oui, j'ai trouvé le tome 4 en un SP qui traînait quelque part au boulot que personne ne voulait. Couverture, épreuve non corrigée, mais c'est pour le lire avant qu'il sorte en poche. Comme ça, je l'achèterai en poche pour qu'il aille avec mes autres poches. Oui, voilà, c'était le détail très important que j'avais besoin de vous communiquer, dont vous devez royalement vous moquer. Donc, la suite de la trilogie qui n'est plus une trilogie, c'est bien Margot. Je vais pas trop vous en dire pour éviter de vous spoiler parce qu'il y a quand même, voilà, des secrets de famille et tout, mais vous savez que j'adore les secrets de famille. Là, on en a pour notre argent, personnellement j'ai trouvé. Le premier tome se terminait vraiment sur un événement que moi personnellement j'avais pas vu venir. Donc j'étais vraiment estomaquée, tout ce que vous voulez. J'attendais énormément de la suite.
Et le tome 2 refinit sur un truc similaire. J'étais dit non mais c'est pas possible, elle peut pas nous faire 2 fois le coup. Et ben si, elle y arrive. Et le troisième, je l'ai trouvé un peu plus lent, mais d'un côté je l'ai trouvé un peu plus réaliste aussi. Il y avait plein de personnages que j'aimais beaucoup au début, qui ont changé et du coup que j'aimais moins. Il y a des personnages qu'on connaît très peu au début et finalement qui se révèlent ici. Et alors pour que je me jette sur la suite, alors que je viens de finir le tome 2, c'est que vraiment, il fallait qu'elle fasse un truc de fou quoi. En général dans une série, qu'importe comment ça se termine, je lis toujours quelque chose entre les deux. Au moins un livre entre les deux. Et là j'ai pas pu. J'ai enchaîné le 3 direct après ma lecture du 2 parce que en fait je pouvais pas les laisser comme ça. Je pouvais pas, je me disais mais je les laisse trop dans le flou. Là, voilà, c'était vraiment en plus elle arrête son tome 2 sur même pas la scène complète quoi. On a l'impression que la scène est coupée en deux. Non tu peux pas me faire ça. T'imagines les gens qui ont dû attendre 1 année et demie, 2 ans avant qu'elle écrive la suite? L'angoisse. Donc oui, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé ces 3 tomes. Si vous recherchez quelque chose de pas forcément gay, hein, vraiment c'est pas gay du tout en fait, c'est saga familiale mais c'est dur, c'est lourd, il fait froid et comme je le disais pour le premier tome, c'est le froid piquant, mordant, c'est les endroits de la Norvège, vous savez, vous sentez que la neige, elle est là depuis tellement longtemps qu'elle est sale, que limite, j'en sentais les odeurs, des fois nauséabondes de certains endroits de la maison qui sont décrits. Et voilà, c'est prenant. Mais c'est pas une sensation agréable. On a juste... Enfin, moi, je me suis prise d'affection pour ces personnages, oui, mais c'était pas genre « Oh, je les adore, ils sont trop bien !» Non, c'était genre « Waouh, qu'est-ce qui va leur arriver maintenant, quoi ?» C'est difficile, mais elle a un truc, elle a une plume. Et la traduction est vraiment hyper agréable. Ce bilan signe bien sûr la fin du challenge, vu que nous sommes le 1er février, il s'est arrêté le 31 janvier. Je vous avouerai que j'ai déjà hâte de vous retrouver en décembre de cette année, hein, voilà. Je tenais d'ailleurs à remercier tous les participants au challenge. Si vous étiez sur le groupe Facebook, merci beaucoup. Vous avez fait vivre le challenge comme jamais. Tout ce que j'ai pu voir ailleurs sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé ça... Bref, génial de voir qu'on se soit mobilisé comme ça sur 2 mois autour de lectures des fois similaires. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de lectures communes qui avaient été faites sur les mêmes titres. C'est la magie des communautés livresques sur internet, je trouve ça juste génial. Moi ça m'a vraiment fait super plaisir de gérer ce challenge encore une fois cette année avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à une toute prochaine.